En fait, je pense que j'ai une question avec laquelle j'aimerais commencer. Ouais. Par rapport à ton père, Hmm. ça serait quoi la plus grande leçon que ton père t'a apprise jusqu'à maintenant? Je te dirais que la plus grande leçon que mon père m'a apprise, c'est vraiment de vivre de ses passions. Même si des fois, mettons, la vie va te poser des obstacles, va te poser des imprévus, certaines contraintes, ben, si tu te fies juste à la matérialité, à ce que physiquement on possède pour être capable d'outrepasser ça, c'est pas suffisant. Mais quand tu as des passions, quand tu as une volonté, tu as une drive, il y a quelque chose qui t'interpelle, qui te pousse à aller plus loin, qui te fait sentir vivant, vraiment, ben, tous les obstacles, tous les imprévus que tu peux rencontrer sur ton chemin sont caduques une fois que tu as ça, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, mettons, le milieu de la musique, c'est pas on le voit de plus en plus, c'est pas un milieu qui est toujours évident, qui est facile, mais c'est tellement beau, puis c'est tellement précieux, la musique, ça vient tellement toucher nos émotions. C'est sûr qu'à toute fin pratique, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable, pas de ce qu'il y a de plus profitable, mais quand on aime ça, que c'est dans nos entrailles, qu'on est capable de justement ressentir la supériorité des émotions que la musique peut nous faire vivre, puis de cette passion-là, de justement de produire des sons. Tu sais, des fois, les musiciens, je vais juste penser à mon frère Philippe qui a déjà dit, je suis pas un musicien. Ce que je fais, je fais vivre des choses aux gens avec la musique. Ça sert à quelque chose. C'est les Comme un canal. Exactement. Puis c'est exactement ça que mon père, tu sais, mettons, il a dédié la grande majeure partie de sa vie, tu sais, de faire. Tu sais, la musique, c'est un élément central. C'est hyper important, c'est une passion. Puis je le répète encore, même si des fois c'était pas facile de vivre la musique puis d'être musicien, ben on est capable d'outrepasser ça, tu sais. Puis je vois tout le chemin que, mettons, mon père a parcouru, puis moi, de mon point de vue, ben je trouve que c'est un beau chemin, tu sais. Fait que je te dirais que c'est ça la plus grande leçon que j'ai apprise de mon père, de justement, avec les passions, il n'y a pas de limite, là. Tu vois, hier, j'écoutais un passage de Charles Eisenstein qui parlait de la musique avec un monsieur. Puis ce monsieur-là, quand il était tout jeune, avait avoué à son père qu'il voulait jouer de la musique. Puis son père, plutôt que de dire que c'était pas une avenue qui était possible, puis que ça allait pas être rentable, puis qu'il allait pas faire beaucoup d'argent, au lieu de ça, il a dit, en fait, il l'a encouragé, premièrement. Puis il lui a juste donné, disons, l'énergie, puis l'espace pour que le jeune puisse, premièrement, y croire, pas se sentir comme un fou, puis aussi l'encourager à le faire pour les gens, à le faire pour le monde, puis non pas à tourner son regard vers le succès qu'il pourrait avoir et tout ce qui vient autour de la musique, mais bien le fait que la musique, comme tu disais, c'est sacré, qu'est-ce qu'on peut partager comme moment, qu'est-ce qu'on peut créer comme espace, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message. Tu sais, c'est universel, il y a pas de... En fait, tout le monde va entendre justement cette note-là, puis va avoir un sentiment qui va être pratiquement universel quand on écoute X, Y ou Z musique. Puis ça, pour moi, ça m'avait vraiment touché. Comme quoi que la musique, c'était sacré. Tu sais. Puis de choisir ce chemin-là, parfois, c'est irréaliste. Tu sais. Mais quand j'entends des histoires comme celle de ton père, on dirait que ça m'inspire moi aussi à peut-être faire des choses qui sont moins réalistes, mais qui sont vraiment profondément ancrées dans mon cœur. Ouais, puis trouver ce qui est l'ancrage. Qu'est-ce qui est ancré dans ton cœur? Tu sais, comme moi, c'est la montagne de la nature. C'est ça, ça m'interpelle, c'est vraiment une passion. Justement, la protection de l'environnement, vivre l'environnement. Puis on en parlait un peu, mais tu sais, pour moi, c'est complètement irréel que quand on parle de la nature, c'est ce qui est externe à nous. Alors, je m'en vais en nature. Oui. Je m'en vais externe du monde des humains. Pour moi, ça fait aucun sens, tu sais. On change de décor, d'environnement, mais c'est pas un changement d'essence. Je change pas, je me téléverse pas dans autre chose que ma vie standard. On est partie intrinsèque de la nature. Mm-hmm. Puis moi, c'est cette passion-là, puis c'est en gardant ça en tête que, après ça, il n'y a pas d'obstacle. Mm-hmm.
Quand tu te dis, ah, ben, je m'en vais en nature. En nature, je m'en vais extérieur. Je dois répondre des conditions d'admissibilité, je dois avoir des préalables, des habiletés, des compétences. Mais quand que tu considères la nature comme partie intrinsèque de toi, puis que tu es un élément de tout ça, c'est pas inconnu. T'as pas d'obstacle. Souvent, c'est, je m'en vais vers l'inconnu, il faut que je traverse des obstacles, il faut que je sorte de ma zone de confort, parce que quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui est indépendamment de nous. Fait que c'est sûr que pour aller chercher les trucs qui sont indépendamment, il y a certaines étapes à franchir. Mais quand on rentre dans la mentalité, dans le mode d'emploi de l'esprit, de la nature, c'est nous. Il n'y a pas d'obstacle. Oui. Mais je peux voir à quel point aussi c'est facile de se voir comme étant aliéné, différent, séparé de la nature. La façon qu'on vit nos vies, dans des boîtes, agglomérées dans des centres urbains, puis ben oui, c'est assez facile de voir la nature comme quelque chose presque de dangereux. Là. Oui, on est vraiment dans un monde de possession, de confort, d'individualité. On se retrouve dans les choses qu'on possède. Quand on s'en va dans un grand espace vert qui est propriété publique, on s'en va dans un sentier, c'est pas mon terrain, ça nous semble étranger. Puis même encore, c'est facile à identifier, tu sais, on s'en va dans un parc national, on s'en va dans une réserve, dans un territoire protégé. On se sent tout le temps un peu étranger, inconnu à ça. Mais à partir du moment où est-ce qu'on paye le frais d'entrée, ça m'appartient. Fait que là, on est à l'aise dans le parc national. Ah, je suis à l'aise dans le sentier. J'ai payé pour y avoir accès. J'ai payé pour... C'est l'obstacle qu'on a, c'est comme payer. Tu vois comme un droit d'accès, comme l'échange est terminé, c'est fait, donc j'ai le droit d'être là. C'est ça. La nature, le parc national, il est plus extérieur à moi parce que j'ai payé le droit de m'intégrer ce droit-là, tu sais. J'ai payé afin de faire le parc le mien pour une journée. Où je paye ma passe annuelle, le parc est à moi pour l'année. Pour moi, ça c'est totalement incongru, ça fait aucun sens. Aide-moi à comprendre encore un peu plus ça. Ben tu sais, c'est, ce que je veux dire, c'est, je veux, mettons, pouvoir faire telle chose, avoir accès à ça. S'il y a tout le temps des obstacles. Puis là, dans le monde où est-ce qu'on le vit, souvent les obstacles sont outrepassables via l'argent. C'est justement via la propriété, ça nous semble si étranger parce que ça ne nous appartient pas, on n'a pas de droit de propriété dessus. Mais à partir du moment où est-ce que tu vas rentrer en nature ou dans un parc et tu as un frais d'entrée, le parc t'appartient. J'ai cotisé, j'ai contribué à la préservation de cet environnement-là, je peux l'utiliser à des fins de loisirs et de divertissement. Là, on se sent un peu moins étranger dans la nature. Je m'en vais dans un parc national, dans les parcs nationaux, dans les parcs nationaux, je me sens un peu moins intrus parce que j'ai ma passe annuelle, tu sais. Mais pour moi, ça fait aucun sens. C'est le paroxysme du non-sens, tu sais. Parce que je garde juste en tête, mettons, Aldo Léopold qui dit « pense comme une montagne ». Mais moi, j'aimerais pas ça on me fixe un prix d'entrée, on le paye, puis après ça, je suis ta propriété pendant une journée, tu sais. Je serais pas à l'aise avec ça, de l'utilisation, justement, de mes droits de propriété en échange d'une rétribution. Mais toute notre société est montée, est riguée autour de ça. On a vraiment des relations transactionnelles, autant entre nous, autant qu'avec la nature. Puis ça devrait pas avoir lieu, tu sais. C'est à quel endroit où est-ce que tous les terrains, tu peux aller camper dessus? Il y a comme pas vraiment de... En fait, il y a une propriété, mais tout le monde a droit d'accès en autant qu'il respecte les lieux. Est-ce que c'est en Islande? Est-ce que c'est... Je sais qu'il y a plusieurs terrains ou territoires que cette règle-là s'applique. Ben, je sais qu'il y a certains endroits, tu sais, justement, où est-ce que, tu sais, l'accès est gratuit tant que le respect est imposé, mais ultimement, le territoire appartient quand même à quelqu'un. Il y a une législature, il y a une institution qui s'occupe de la gestion du territoire, puis qui nous permet, tu sais, je trouve que c'est paternaliste beaucoup, ces situations-là. Parce qu'en fait, mettons, c'est comme un père avec son enfant, ben, je t'autorise à jouer avec tel jouet gratuitement. Mais si tu le brises, tu n'auras plus, je t'en rajouterai plus. C'est exactement la même chose avec les espaces naturels. Ah oui, vous avez le droit à gratuit, mais si
vous décidez de rester là trop longtemps, si jamais vous désacralisez justement cet environnement naturel-là, ben on vous en retire le droit. C'est comme s'il y avait une figure parentale, que ce soit une institution ou la régie qui gère ce territoire-là, qui nous retire le droit d'accès de pouvoir aller là. T'sais. Puis ça aussi, tant qu'à moi, ça fait du non-sens, parce qu'en fait, c'est que ça nous responsabilise beaucoup de l'impact qu'on a sur l'environnement. Si je respecte pas l'environnement, quelqu'un va m'enlever mon droit d'aller dans cet environnement-là. Moi, je suis plus pour une mentalité de je vais dans l'environnement, je vois les conséquences que mes agissements de non-respect font en l'environnement, j'en prends conscience, je suis responsable, puis c'est en ayant cette conscience-là puis cette responsabilité-là qu'après ça, ben, on va respecter cet environnement-là. Tu as dit un mot qui est désacralisé. Ouais. Puis pour moi, on dirait que ça fait quand même assez de sens, justement, qu'on en soit rendu là aussi avec la nature. Que, ben, finalement, on voit pas que la montagne est sacrée, on voit pas que l'arbre qui est là est sacré, puis qu'avec notre argent, mais ça nous donne quoi? Ben, quelques droits de passage, de ci ou de ça, mais que je dirais que la seule chose qui est peut-être sacrée maintenant, ou qu'on considère comme étant sacrée, c'est notre argent. On va y faire attention, on va peut-être regarder un peu plus où est-ce qu'on va investir notre argent, mais une fois qu'on l'a donné à quelqu'un, mais c'est ça, on a un dû. Où on prend en compte que cette personne-là nous doit quelque chose, ou que la nature doit nous donner quelque chose, ou bref, je sais pas, ça m'a juste sonné désacralisé, puis comme quoi que ben, maintenant la nature pour nous c'est peut-être de la fuite, c'est peut-être un endroit où est-ce qu'on le voit plus le sacré, on voit plus le sacré dans grand chose en fait. Ouais, puis tu sais, faut faire attention aussi avec l'utilisation du mot du sacré puis du désacralisé. Tu sais, moi dans l'intention puis de la manière que je comprends ce que tu me dis là, c'est que tu l'as vraiment bien compris dans le sens que je voulais te dire, c'est sans tomber dans la spiritualité et l'ésotérisme, c'est quand on considère tout ce qui est sacré d'un point de vue religieux, ben on y touche pas. C'est quelque chose qu'on touche pas, qu'on questionne pas, qu'on fait attention, c'est précieux, ça a une valeur symbolique. Puis la nature, pour moi, c'est du sacré dans cet ordre d'idées-là, si on garde le même significatif. Qu'est-ce qui arrive avec la désacralisation, c'est qu'on est dans un monde plus que jamais, on est connecté, mais en même temps, on est déconnecté. Autant qu'on est tellement proche des gens, je suis capable la journée de jour au lendemain, je vais connecter à quelqu'un qui est en Asie ou en Afrique, ça se fait comme ça. Mais les gens n'auront jamais été aussi loin de moi. La distance est énorme. Puis juste le fait, tu vois, j'en parle, je vais communiquer quelqu'un en Asie, quelqu'un en Afrique, c'est qu'on est tellement, on s'éloigne tellement de la nature, de ce qu'on est, des individus et des parties constituantes qui nous entourent de nous autres, parce que notre mode de connaissance, notre mode pour être capable de poser des sens et d'identification, des savoirs, des connaissances, est vraiment monté sur la hiérarchisation et la classification. Quand on va parler des arbres, ben c'est les arbres, c'est, mettons, une grande espèce. Après ça, tu vas avoir des races. Ah, ben c'est un feuillu, c'est un conifère. Ouais. Puis après ça, on le divise encore. Ben c'est un pin blanc, un pin jaune, c'est un érable rouge. On vient tellement tout ciseler, segmenter. Exactement, qu'on se déconnecte carrément. On n'est plus partie intrinsèque de ça parce que en fait, ce qu'on fait avec une classification comme ça, c'est qu'on objectifie les choses. Fait qu'en fait, c'est que la nature devient un objet qu'on peut analyser comme un objet de science. On n'est plus subjectif de ça. Puis c'est une fois que justement ça tombe un objet de science, un objet d'étude, un objet d'observation, ah ben je vais payer pour avoir le droit d'avoir le droit d'observer cet objet-là, de l'expérimenter. Mais en réalité, on est sujet à cette nature-là. C'est pas un objet indépendant de nous. C'est comme un cosmos, un système holistique qu'il faut tenir en compte. On peut pas se différencier de ça. T'sais. Comment t'aimerais qu'on vive la nature? Ben moi, encore une fois, je reviens à Aldo Léopold, puis ça me marque, mais c'est pense comme une montagne. Tu sais, des fois, si on regarde la nature, puis on est comme, ah ben, il me semble, cette espèce-là de nature-là sert absolument à rien. Peut-être que cette chose-là, en tant que valeur instrumentale, ne possède aux yeux d'humains ou même de toutes les autres constituants de la nature comme dépossédée d'une valeur instrumentale, mais ça reste que cette chose-là a une valeur en soi. Donc moi, je suis pour une conception de la nature où est-ce que
même si les choses nous semblent si loin, nous semblent si inutiles de notre point de vue, ben quand même, avoir la paire de lunettes puis se mettre à la place de cette chose-là qui nous semble sans utilité. C'est la même. On enlève toute la partie nature. Est-ce qu'on trouverait préférable, est-ce qu'on souhaiterait vivre dans un monde où est-ce que notre valeur en tant qu'être humain est déterminée par les autres? Tu sais, je veux dire. Par l'utilité qu'on a. Exactement. Tu sais, quelqu'un qui est inapte au travail, ben socialement, tout le monde pourrait se dire cette personne-là est inutile. Ben non, cette personne-là, elle a une valeur en soi, puis il faut la respecter, puis il faut se mettre cette mentalité-là, son point de vue de cette personne-là en tête pour pouvoir guider nos actions. Parce que c'est sûr que si du jour au lendemain, on attribue une valeur instrumentale à somme nulle auprès d'un individu, ben on peut s'en débarrasser. Ou on peut le transformer pour faire quelque chose d'autre. Ça peut devenir dangereux. C'est une pente extrêmement glissante. Puis c'est une espèce de mentalité qu'il faut faire attention. Fait que ce que je prône, c'est vraiment de se mettre dans les yeux de l'autre, prendre les yeux de l'autre, avoir une différente vision du monde. Puis c'est certes une tâche très ardue. Parce que même si on possède le langage pour pouvoir nommer les choses, mais on n'a pas nécessairement le même sens. C'est comme, je te dis, la douleur, ben pour certaines personnes, ça va avoir une signification, un sens qui est négatif qu'il faut fuir, tandis que pour d'autres personnes, c'est quelque chose qu'il faut accueillir parce que c'est confrontant puis c'est digne d'une expérience complète. Mm-hmm. Fait que même si on possède ces outils langagiers-là pour pouvoir traduire notre réalité, ben ça reste que c'est quand même déréalisé. Ça s'incarne pas au complet. Mais il faut quand même s'efforcer à la tâche. C'est pas parce qu'une chose nous semble impossible qu'elle ne vaut pas la peine d'être faite. À prendre les yeux d'une autre personne, d'une autre espèce, et prendre les yeux d'une constituante de la nature pour être capable de regarder ça, ça peut nous sembler impossible, mais ça vaut la peine quand même d'être fait. C'est un exercice mental qui est primordial, qui est nécessaire. Je reviens encore à Charles Eisenstein, qui, dans un des exercices, invite tout le monde à se transformer pendant un instant dans la conscience d'une roche, par exemple. D'essayer de ressentir le monde comme elle pourrait ressentir le monde. Ou comme, l'arbre qu'il y a là. Tu sais, c'est quoi, lui, son expérience? Puis pendant un instant, juste se prêter au jeu puis de fermer toutes nos petites voix à l'intérieur de nous qui nous disent que c'est impossible ou que c'est ci ou que c'est ça, puis de s'ouvrir complètement à l'expérience. Puis ce que je ressens aussi par rapport à ce que tu partageais au niveau de la nature, puis au fait que chaque chose a sa place. C'est on voit tellement les choses avec les yeux d'un humain. Justement, on a été programmé à voir les choses comme étant séparées les unes des autres. Juste comme tu disais, dans la classification des choses, on met tout dans des boîtes. C'est un peu normal ensuite de ça que tout nous apparaisse un peu non vivant, que la nature finalement ça devienne un lieu qui est dangereux ou qui nous est inconnu ou qu'on se voit juste dans la définition de nature, tu sais. Nature étant définie quelque chose à l'extérieur du domaine humain, de l'homme. Pour moi, ce qui fait aucun sens, encore une fois, c'est comme si on venait à même le pouvoir des mots. Tu sais. Le pouvoir des mots est extrêmement fort. C'est comme si on venait se mettre sur le banc de touche puis qu'on était complètement extérieur à tout ce qui se passe à l'extérieur de nos maisons. Puis j'ai l'impression qu'on aurait tous besoin de se lancer dans une aventure comme celle que tu vas faire cet été. Puis si tu veux juste peut-être introduire justement l'expérience que tu t'en vas vivre, parce que c'est carrément une expérience, puis c'est bref quelque chose qui, je crois, va faire en sorte que tu verras plus jamais le monde de la même façon après. Non, puis je pense que justement mon exercice de projet, là, avant de m'introduire, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, là, on parle justement de la relation entre l'humain puis la nature, puis le lien qui nous unit, des fois l'objectification qu'on en fait. Avant, comme je disais, c'est une tâche qui me semblait impossible, extrêmement difficile, mais c'est faisable, puis dans ma tête, il faut commencer à quelque part. Puis c'est sûr que si on regarde, on se projette, mettons, nous, dans l'univers au complet, puis qu'on inclut dans la nature tout le cosmos, les planètes, les lunes, les autres galaxies, ça peut nous sembler énorme. Puis comme c'est dit si bien dans Série Noire, on a une crotte de nez, Denis.
Donc, quand on regarde ça sur un point de vue énorme comme ça, c'est tellement lourd et difficile. Mais mon projet, moi, je le vois, c'est exactement le même principe, la même mentalité, la même méthode de pensée, mais appliqué plus petit pour qu'on puisse l'intégrer dans nos modes de vie. Souvent, quand quelqu'un est atteint de la maladie, c'est un malade, c'est un mourant, faut en prendre soin. Là, on tombe dans l'objectification. Oui, il faut avoir du care, il faut avoir du soin pour cette personne-là, mais ça reste que c'est un être humain intrinsèque. Il faut pas, justement, infantiliser cette personne-là, puis tu sais, t'es à ma charge, puis de la même méthode que, il y a un malade, on va tester des solutions, des pistes pour soigner cette personne-là, un peu à l'aveuglette, on va tester de voir. On dirait que c'est la même chose qu'on va faire sur un objet de science. Ce que je veux faire cet été, c'est 1200 km de randonnée en autonomie complète et en solo. C'est 35 000 mètres d'ascension positive. Donc, si on se fie que le Mont Everest, c'est 8849 mètres d'altitude à partir du niveau de la mer, c'est à 400 mètres proche, 4 fois la montée du Mont Everest que je vais faire. C'est sur 60 jours. Puis en fait, c'est vraiment de reconnecter avec l'expérience humaine dans la nature. Je suis dépendant des éléments, c'est pas mon humanité qui va m'en sauver. Mais qu'est-ce que je trouve beau aussi, c'est que l'humain, on a une capacité de résilience, d'être capable d'outrepasser ces obstacles-là, des obstacles qui peuvent nous sembler si infranchissables quand on les présente comme des objets insurmontables. Mais en tant qu'humain, on est capable d'outrepasser ça puis de persévérer. Puis en fait, mon projet, c'est vraiment de sensibiliser la population à l'impact que la maladie peut avoir. Mais la maladie, il va toujours en avoir. Je vais amasser des fonds pour la recherche contre le cancer, pour diminuer justement l'impact que les maladies peuvent avoir, parce que les maladies, il faut les voir comme des obstacles. Il va toujours en avoir, il faut les prendre. Mais des obstacles qui détruisent les familles, ça, on n'en a pas de besoin. Ça, on n'en a pas de besoin, puis si en tant qu'être humain, on est capable de trouver une méthode saine, une méthode acceptable, une méthode qui est vraiment bien, qui est effective, justement pour pouvoir permettre à certains humains que du jour au lendemain se retrouvent énormément hypothéqués par la maladie, si on est capable de trouver un moyen de, oui, comme je le dis, c'est inévitable, tu sais. Chez les animaux, chez la nature, peu importe, la maladie existe, c'est une réalité, puis ça serait un peu utopique, même un peu anthropocentrique, toxique, de penser qu'on peut outrepasser la maladie, parce que la maladie, c'est une partie constituante de la nature. C'est présent dans tout. Les arbres, il va y avoir les moustiques, il va y avoir les pics-bois, tu sais, qui vont justement venir. Puis des fois, ça peut mener fin à l'existence de cet arbre-là, tu sais. Ça fait partie de notre nature, mais c'est pas parce que le petit pic-bois, il vient gosser l'arbre, que l'arbre, du jour au lendemain, il va s'abandonner, tu sais. Mm-hmm. Il va quand même poursuivre. C'est un peu dans cet esprit-là, justement, que, tu sais, je me lance dans une grosse aventure, que si on regarde les statistiques, ça semble impossible, infranchissable, mais avec ma résilience, je vais être capable d'overcome ça. Puis si on se dit, hey, on va essayer de trouver un remède, justement, à la maladie comme le cancer, mais si on regarde, justement, le défi que je me donne, si on regarde de trouver une solution miracle qui nous enlève tous les obstacles, mais ça serait quoi la nécessité de faire des grands défis comme ça? Parce que je suis pas le seul qui se lance dans des défis énormes comme ça, mais c'est juste le fait que ça puisse exister, qu'on l'a pas irradié, qu'on puisse le faire. Mais qu'est-ce qui serait plaisant, c'est qu'avec la recherche contre le cancer, c'est qu'on réduit l'effet néfaste du défi. Ça va le défi reste là quand même. Ben, le défi va rester là quand même, parce que, comme je l'ai dit, la maladie fait partie de la nature. Si on est capable de l'éradier, c'est contre nature. Tant qu'à moi, ça fonctionne pas. Mais si on est capable de réduire les impacts, la gravité de la chose, puis que ça devienne un obstacle bénin, au même titre que, il a neigé cette nuit, je suis obligé de déneiger mon auto. C'est contraignant. Je peux pas partir comme que je veux. On sort de notre confort. J'ai pas mes mitaines. Quand je balaie mon auto, ça gèle. Là, c'est sûr que je suis dans la simplification extrême, mais c'est juste pour illustrer mon propos. Mais tu sais, si exemple, le cancer serait exactement la même chose. Ça se soigne comme une grippe. Une grippe, l'influenza, t'es infonctionnel pendant 4-5 jours, mais après ça, t'es correct, tu sais. Ce serait super bien que pour les maladies graves, ce soit exactement la même chose. Elles vont rester là. C'est contre nature si elles ne sont pas là.
mais ça ne nous empêche pas justement de réduire l'impact que ça a pour être capable de vivre d'autres obstacles, d'autres expériences qui, d'après moi, fait la richesse de l'existence de la nature. Mm-hmm. Fait que t'es conscient que la maladie reste là, qu'il va y en avoir, mais un peu un souhait, si je pourrais dire, justement des sous que tu vas amasser, c'est que ça pourrait rendre peut-être un peu plus confortable, justement, disons, les traitements relatifs, justement, au cancer ou relatifs à la santé générale de l'humain qui est affecté, tu sais, qu'il soit capable d'avoir encore une fois, des relations saines avec sa famille pendant ses traitements, ou etc. Donc, d'alléger un petit peu la lourdeur, finalement, du cancer. C'est exact, parce que présentement, les modes qu'on a pour battre le cancer, c'est qu'à partir d'un certain stade, l'efficacité est nettement réduite. Ce qu'on fait, c'est juste prolonger le plus possible la vie. Ou de délayer la mort. Ouais, exactement, d'éloigner la mort. On se soigne pas de ça, on fait juste repousser. Et les traitements qu'on a actuellement, c'est carrément des produits chimiques qu'on injecte dans le corps pour aller détruire les cellules problématiques. Mm. Mais il n'y a rien de plus invasif puis d'hypothéquant que ça. Ouais. Ah oui, je fais un traitement de chimio, c'est fonctionnel, mais pendant 2 semaines, je file pas. Moi, puis c'est peut-être une vision peut-être un petit peu trop rêveuse, mais ça serait très plaisant de trouver un remède qui fonctionne à coup sûr puis qui ne nous hypothèque pas tant que ça. Hmm. Tu vois, moi, ce que ça me provoque comme sentiment à l'intérieur de moi, c'est l'image de la guerre, finalement, qu'on amène à l'intérieur de nous. Tu sais. On fait la guerre au cancer, on amène justement des armes chimiques à l'intérieur du corps, puis on essaie de vaincre quelque chose. Puis, en effet, il y a une partie de moi aussi à l'intérieur qui ose imaginer qu'il y a une façon plus saine, ben finalement de voir ben pourquoi c'est là, tu sais. Qu'est-ce que ça fait chez nous, cette affaire-là. Tu sais, on le voit comme un envahisseur aussi à repousser à tout prix, mais en effet, je serais vraiment curieux de voir cette maladie-là, mais de voir ça d'une façon différente aussi, de tourner notre monde à l'envers, puis de trouver peut-être des façons qui sont un peu moins invasives pour celui qui, malheureusement, ben a ça en ce moment. Tu sais. Exact. Ouais. Tu sais, je le vois un peu comme, mettons que je fais de l'escalade, mais je fais du free solo. L'escalade, j'ai pas d'harnais, j'ai pas de corde. Je veux graver la paroi, c'est un obstacle, mais si jamais je pourrais rencontrer si jamais je rencontre un inconvénient ou peu importe, ben la finalité est quand même somme toute fatale. Somme toute très fatale, la plupart du temps. quand tu meurs, c'est pour longtemps. Tu sais. Fait que c'est quand même assez intense, mais si je suis capable de monter la paroi en étant assuré avec une méthode qui est efficace, qui est prouvée, puis qui vient pas jouer sur ma santé. Ah oui, on a inventé un harnais, mais il faut driller des vis dans le crâne, tu sais. Puis ça tient qu'une corde, fait que si jamais t'es pour tomber, ben ça va te tirer dans... C'est extrêmement douloureux, ça fait aucun sens. Tu sais, tu dis ça de même, puis c'est sûr que tu te dis, c'est complètement fou, là, tu sais, ça n'a aucun sens ce qu'il me dit là. Ben, moi, les remèdes puis les méthodes qu'on a pour vaincre le cancer, je le vois un peu de même. Mais si on est capable de trouver quelque chose qui est pas trop invasif, on s'entend qu'un harnais, c'est pas trop contraignant, une petite corde, une coupe de poulie avec des vis, on est capable de monter la paroi. Ça reste une épreuve, certes, mais on est capable plus facilement d'arriver au bout. Mm-hmm. Puis en arrivant au bout, notre équipement, tout est fonctionnel, ça a marché, je suis rendu en haut de la paroi. Puis tu peux l'enlever. Oui, on peut l'enlever. Tu sais, c'est ça, on n'est pas pris avec ça pour le restant de notre existence. Fait que je le vois un peu de même, tu sais, justement, la recherche sur le cancer, c'est de trouver une situation qui va être comme ça. Puis malheureusement, comme j'ai dit, ben notre monde, la manière qui est monté, c'est que souvent l'argent nous permet d'outrepasser beaucoup d'obstacles. Puis présentement, pour la recherche, il y a énormément d'obstacles. Ça nécessite des investissements qui sont énormes. Puis justement, nous, du point de vue de citoyens, de simples petits humains que tu vas faire son 9 à 5, ça nous semble impossible d'atteindre ça. C'est des sommes qui sont... On peut même pas s'imaginer physiquement ça a l'air de quoi de ce montant-là, tu sais. Ça n'a pas de sens. Mais si chacun met un petit montant de côté, puis
puis on met ça ensemble, là, on l'a, le poids physique de ça. Si tout le monde met un petit 5 ou un petit 10 de côté, puis qu'on pile ça ensemble, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, je te mets un petit 10 piastres. Crime. Mais tu sais, on s'entend que le poids financier est énorme pour une personne qui doit payer 100 000 $, mais le poids est vraiment moins intense financièrement pour 10 000 personnes qui donnent 10 piastres. Puis c'est un peu ça aussi que mon périple, mon projet veut témoigner, c'est la puissance de la collectivité. On sera jamais aussi fort en s'unissant que tout seul. Tout seul, c'est extrêmement difficile. Peut-être réalisable, certes, mais extrêmement difficile. Communautairement, ça peut être extrêmement facile. Ouais, ça amène d'autres défis. C'est Ça d'autres amène défis. d'autres défis, mais justement, cette relation-là qu'on peut créer avec les gens puis notre communauté. Marc Nepo, qui est un puissant écrivain, a écrit un livre qui s'appelle Plus ensemble que seul. Puis, dans son livre, ben, c'est juste des exemples de collectivités qui ont fait en sorte que, en fait, j'ai l'impression qu'ils ramènent vraiment toute la beauté de l'humain, finalement. Parce qu'un humain seul, ben, c'est un humain qui est pratiquement mort, même à l'intérieur du corps humain. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui puis qu'on puisse se parler? Ben, c'est qu'il y a une collectivité qui agit en symbiose à l'intérieur de nous. Il y a des bactéries, des champignons, il y a des virus même qui sont à l'intérieur de nous puis qui font en sorte que, ben, tout ça, en ce moment, ma machine, elle fonctionne super bien. Mais si j'étais tout seul puis j'avais juste des cellules humaines, ça fonctionnerait pas. Parce que j'ai besoin de cette collectivité-là, j'ai besoin de cette nature-là qui existe à l'intérieur de moi pour me permettre justement de m'exprimer tel que je suis. Puis, la collectivité, j'ai l'impression que à l'intérieur de ce concept-là se cachent à peu près toutes les solutions aux soi-disant problèmes qui nous sont reflétés dans le monde extérieur en ce moment. Puis le simple fait de s'unir ensemble pour une cause comme la tienne, je pense que ça peut être un bel exemple justement de qu'est-ce qui est possible finalement. T'sais. Ouais, puis croire en ces collectivités-là, à cet assemblage-là, c'est pas utopique, puis c'est pas rêveur. Une des images les plus simples qu'on a, c'est exemple, je veux lever un poids au gym, puis je prends juste mon index pour être capable de curl 50 livres. C'est exponentiellement difficile. Mais si je ferme tout mon poing puis je le lève, je suis capable. Puis c'est un peu ça aussi l'image culture Renda. Capable de faire un curl avec 50. Ben oui, certain. Puis c'est comme l'image de culture Renda, tu sais, c'est une main qui est enracinée, la collectivité est enracinée ensemble, puis on est capable de défoncer ça, d'outrepasser l'obstacle que le sol, parce qu'on le voit, le poing émerge du sol. Mais tu sais, un doigt poussé à travers je sais pas combien de livres de terre, c'est difficile. Un poing, c'est beaucoup plus facile. Puis c'est ensemble, justement, qu'on est capable de percer l'espèce de paradigme dominant, l'espèce de croyance, comme de quoi que rien n'est franchissable. Ben, ensemble, on est capable, tu sais. Puis comme je disais, c'est pas rêveur, mon projet, parce que quand on regarde des initiatives comme justement Culture Renda, qu'on en a bavé pendant quelques années, puis on regarde où est-ce qu'on est rendu on n'est pas tant une entreprise, tu sais, on est une mission sociale qui passe par l'assiette des gens. Quand on voit qu'est-ce qui se passe là présentement dans le monde, ben c'est une preuve très solide comme de quoi que c'est facilement réalisable. Facilement réalisable, il faut juste en prendre conscience, puis de se lancer, puis d'avoir la volonté de se lancer là-dedans. Je pense que c'est un besoin aussi. Ben, je pense qu'après plusieurs années d'individualisme, de conflits, et on le voit avec la crise climatique, chacun pense de son côté, chacun fait ses petites choses pour son enrichissement personnel, pour sa propriété personnelle, mais on voit où est-ce que ça nous mène. On a le GIEC qui nous dit si on change pas dans 10-15 ans, c'est fini. Là. De quoi? Le GIEC. C'est le comité de l'ONU qui fait l'analyse justement des changements climatiques, qui publie des rapports pour justement la limitation pour la réduction des gaz à effet de serre, puis qui fait des prédictions. Puis c'est pas le GIEC qui a inventé, tu sais, on regarde Dennis Meadows qui sort les limites de la croissance avec le logiciel Word 3. On parle des années 70, là. Puis déjà là, la modélisation disait ça marchera pas, tu sais. Mais tranquillement, on le voit, là. On a amené des preuves. On leur dit, si on continue à agir comme qu'on agit, on va vers le mur. Présentement, on se dirige vers le mur. Mais comme l'être humain, en étant ce qui est, résilient,
puis qu'une fois qu'on est dans le vide, dans la souffrance, on essaie d'avoir des changements extrêmement rapides et pour le mieux. C'est quand on a une rupture, une déchirure, que justement, tu sais, on avance. Puis je pense que à l'heure qu'on est actuellement, on est vraiment là-dedans. Puis même si des fois les conclusions peuvent nous sembler tellement négatives, tellement lourdes, pratiquement une condamnation à mort qu'on peut éviter, qu'on peut pas éviter, ben c'est complètement faux. On est capable. On est capable, puis c'est avec des petits projets qui peuvent nous sembler gros, comme mon SIA de cet été, que c'est pour moi, c'est un petit projet, tu sais. Parce que c'est quelque chose que je fais individuellement, mais qu'on pourrait tous faire collectivement. Collectivement, c'est un gros projet. Peu importe l'envergure, l'ampleur, les données, les statistiques, collectivement, les chiffres, ça vaut absolument rien. Ça vaut absolument rien, c'est pas une donnée tangible, c'est pas quelque chose qui peut se présenter comme un obstacle. C'est vraiment du superflu. Mais individuellement, par exemple, c'est une autre game. Tu veux dire que collectivement, ce qui nous limite le plus, c'est notre tête? Ouais. Je pense que c'est notre tête, puis c'est aussi le manque de curiosité, le manque... justement, le manque de solidarité. Parce que justement, vu qu'on est dans la propriété personnelle, on est dans notre confort à nous, on veut rester dans notre confort individuel. Rentrer en contact avec quelqu'un d'autre, chercher à comprendre cette personne-là, c'est quelque chose qui nous sort de notre routine confortable. On cherche à l'éviter. Mais c'est complètement contre-productif, ça, là. Tu dirais-tu que c'est même contre-humain? C'est contre l'humain. C'est contre l'humain totalement. Si on regarde toutes les avancées dans ton... Encore là, je veux éviter la technocratie puis de mettre toutes les technologies sur un piédestal à contempler. Mais tout de même, si on considère le chemin que les technologies ont fait dans l'histoire humaine, ben on le voit justement, c'est avec la curiosité, avec la curiosité scientifique, on cherche à comprendre ce qui nous entoure, on cherche à développer des trucs. C'est la curiosité elle-même qui nous permet, puis qui nous a permis d'avancer collectivement autant que ça. Fait que je pense que est où la place pour les inégalités sociales, pour les conflits interpersonnels? Est où la place pour la xénophobie, l'homophobie, le racisme? Quand tu as une curiosité envers l'autre, tu cherches à comprendre cette personne-là, à engager un dialogue sain. Parce que quand on cherche à comprendre quelqu'un, on n'a pas un jugement, on n'a pas une réfutation qui nous attend au détour de la porte. En fait, pour comprendre, on doit laisser ça de côté. Exactement. Il faut laisser ça dehors. C'est externe à nous. Ça ne nous appartient pas. Puis c'est une fois que on est capable de mettre ça de côté que justement, on est capable de comprendre l'autre. Parce que si on reste dans nos jugements, dans nos présupposés, dans ce qu'on croit, dans nos idées qu'on croit acquises, puis complètement cimentées, c'est impossible de comprendre un autre, là. Impossible. Si moi, dans ma tête, j'ai l'idée que toutes les religions, c'est de la boîte, ça sert à rien, c'est vain, ça dit n'importe quoi, puis je rentre en contact avec quelqu'un pour qui la religion, c'est exponentiellement important, mais jamais je vais comprendre cette personne-là parce que mon idée va toujours me bloquer à essayer d'avoir une compréhension de l'autre. Fait qu'il faut abandonner ces méthodes de pensée-là. Faut abandonner tout ce qui contraint justement la curiosité, puis c'est une fois qu'on va avoir la curiosité, qu'on va avoir une volonté de comprendre réellement, qu'après ça, tout ce qui est néfaste pour l'humain, pour la nature, pour la totalité du monde, ça prend le bord, tu sais. Puis tu dirais, dans le projet que tu te lances cet Ouais. été, est-ce que tu en rends compte, ça? Des fermetures ou des défis, justement, au niveau, peut-être les gens ne comprennent pas ou qu'est-ce que tu t'en vas faire ou c'est quoi le but de ton exposition cet été ou Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas. Puis c'est correct parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement vécu. Mais justement, puis tu sais, même des personnes tu sais qui comprennent pas, moi-même des fois, j'organise mon truc, puis je comprends pas. Je trouve ça complètement fou, tu sais. Mais c'est quand je vais vivre l'expérience que là je vais comprendre, tu sais. Puis je pense que vivre l'expérience, puis juste d'un point de vue de l'observateur, juste voir les mises à jour c'est une forme de curiosité puis de compréhension. Fait que tu sais, juste là, même s'il y a quelqu'un qui peut s'y opposer à 100%, juste le fait que, voit ça passer sur son fil d'actualité, en prend conscience, mais c'est une forme de compréhension, tu sais. est-ce que tu crois que ce qui
pourrait agir comme point gâchette, c'est justement d'être exposé à quelque chose qui est faisable par quelqu'un, mais qui nous semble à nous impossible. C'est une forme de compréhension. C'est de s'exposer justement à cet inconfort-là. Ouais. C'est plus facile justement de fermer les yeux sur les gens qui font des choses bien. Tu sais, les gens qui font des choses un peu incroyables, qui sortent de leur zone de confort. Ça peut être confrontant justement de se voir après ça, comme on parlait tantôt, de moi, tu sais, de voir un peu la victime à travers tout ça. Mais je pense que ça peut être extrêmement puissant aussi de sentir que t'es un humain toi aussi. Avant de te lancer dans le SIA ou avant de faire le SIA, t'es un humain, puis tu y as pensé avant de te lancer là-dedans. Il y en avait beaucoup de questions puis de doutes. Mais il a fallu que tu les prennes un par un, ces doutes-là, puis que tu les brûles, tu sais, à ta façon. Exact. Puis tu sais, pour pouvoir brûler les doutes, faut que tu les comprennes. Faut que tu les vois. Faut que tu aies une curiosité de les voir, tu sais, d'en prendre conscience. Puis après ça, c'est une fois que tu les comprends, mais tu es capable de les outrepasser. Est-ce qu'il y a encore des doutes? Présentement pour mon projet? Oui. Non. Je les ai toutes toastées. Ouais, non, il y en a vraiment aucun doute, là. Je me sens à 100% là-dedans. Je suis vraiment partant. J'ai vraiment hâte de me lancer là-dedans. De vivre la vie de nature. Je vais être exposé aux éléments, là. Mm-hmm. Puis ça fait partie, tu sais, même si je rencontre quelques villages, quelques gîtes, ça fait partie de l'expérience de me dire, je vais en autonomie complète. Mm-hmm. Fait que du jour au lendemain, il y a une pluie torrentielle qui fait penser au déluge de Noé. Mais il n'y a aucune chance que je vais aller me cacher dans le motel. Non, je reste dans mon hamac, dans ma petite toile. Ça va être une nuit rock'n'roll, Ouais. mais Ça fait partie de... je m'expose. Ouais. Je m'expose, puis je suis curieux, puis je cherche à comprendre justement c'est quoi cette exposition-là à l'environnement, à la nature. C'est par curiosité de faire qu'un avec la nature, puis arrêter de, comme on disait au début, de penser comme extérieur. C'est en désirant de faire qu'une seule unité que je veux me lancer là-dedans. Puis en gardant en tête que, tu sais, la nature, même si des fois il peut y avoir des trucs violents, des orages, des catastrophes, ça reste hyper beau pareil. C'est une puissance qu'il faut en avoir conscience. Puis je pense qu'en m'exposant comme ça, c'est complètement se donner à cette conscience-là. Mm-hmm. Tu vois, moi je pense juste au fait que une expression qu'on a, ça se passe. Ça se passe. Puis quand il y a un événement justement torrentiel, phénoménal, d'une puissance inimaginable finalement, mais d'avoir la chance d'en prendre conscience aussi. Parce que l'arbre qui tombe dans la forêt, tu sais, puis toi t'es là pour l'entendre. Tu sais, là t'en as vraiment, t'as l'expérience de l'arbre qui tombe justement, et non pas le moment après où ce que t'es sur la traite, puis là tu vois, il y a un arbre qui a tombé. C'est une expérience qui est totalement différente. C'est une expérience qui est totalement différente de voir l'éclair, de ressentir justement cette vulnérabilité-là aussi, j'ai l'impression. Toi, dans ton hamac, avec ta petite toile, quelque chose qui se passe, là. Ouais, puis tu sais, c'est d'en prendre conscience, parce que j'ai l'impression que des fois, le confort qu'on a, c'est complètement illusoire. C'est une illusion, je suis dans mon motel, tu sais. J'ai 4 murs, j'ai un toit, j'ai une porte. Je suis en sûreté à ce qui se passe à l'extérieur, tu sais. Puis quand on regarde ça sur un niveau macro, ben nous autres au Canada, on a une stabilité financière, on a une stabilité sociale, on a un ensemble de lois qui est assuré par le droit, on a toutes nos petites maisons, notre propriété est protégée, on a notre petit confort, puis tu sais, puis là on regarde, mettons, ce qui se passe dans des pays en voie de développement ou en sous-développement, puis on regarde ça de haut, tu sais. Non, sors dehors, vive dans ton hamac, puis proche des éclairs. Puis après ça, tu sais, tu vas comprendre la réalité des autres. Tu vas avoir une curiosité, tu vas chercher justement à voir c'est quoi tes privilèges. Puis les privilèges, ça te dit, ça nous est donné, mais c'est pas un dû. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme, le prix du gaz, il monte. Le prix du gaz. Ouais, mais avoir un auto puis conduire, là, c'est pas un dû, là. Quand tu nais, il n'est pas écrit sur ton certificat de naissance, à 18 ans, tu as le droit d'avoir ton char. Puis non, c'est un privilège qu'on a de pouvoir
dans un premier lieu, avoir un auto, de pouvoir se déplacer, d'avoir cette capacité-là de se déplacer, mais c'est aussi un privilège de polluer la planète, tu sais. Puis ce privilège-là, il y a un coût. Puis c'est le prix de l'essence, c'est le prix des véhicules. C'est le prix à payer pour les conséquences qu'on fait. Il faut arrêter de penser que c'est un dû, tu sais. Puis ça m'est dû. Non, c'est un privilège. Puis c'est la même chose avec, justement, quand je vais dormir dans mon hamac. Des logis, avoir des maisons, avoir des ressources qui nous protègent de la violence qu'il peut y avoir dans la nature, c'est un privilège, mais c'est pas un dû. Puis c'est quand que tu considères justement que c'est un privilège, puis que des fois on peut te l'enlever, que tu te rends compte de la puissance, à quel... Encore une fois, on a une crotte de nez. Hein. On n'est pas le principe régisseur du monde. On fait partie de ce monde-là, puis il y a des principes qui nous doivent nous régir, puis c'est vraiment contre-productif, c'est vraiment néfaste d'essayer d'échapper à ces principes régisseurs-là. On invente des outils, on invente des habitations, on invente des technologies justement pour se déresponsabiliser puis s'éloigner de la puissance de la nature. Puis ce que je veux faire, c'est me plonger dedans. Plonger dedans, en prendre conscience, être capable de voir que mon existence, c'est un privilège. C'est pas un dû. Il y a un mot qui me vient, puis c'est la gratitude, justement. Parce que, encore une fois, mon mentor Charles Eisenstein dit que la gratitude, c'est notre état comme de naissance. À la naissance, on vient avec ce sentiment de gratitude-là profond, tu sais. Puis ça nous suit, mais on l'oublie à un courant ou à un autre de notre vie. Tu sais, la gratitude, justement, pour les choses qui nous ont été données puis qu'on n'a pas, on n'a rien fait pour avoir ça. Tu sais, juste le soleil qu'on a aujourd'hui. La gratitude pour le soleil qui est là aujourd'hui. J'ai de la gratitude pour toutes ces choses qui font en sorte que, aujourd'hui, je puisse juste vivre, juste respirer l'air que je respire en ce moment puis qui donne la chance à mon corps d'être. Puis, en effet, je pense que c'est important de se plonger dans des expériences qui nous ramènent à cet état de nature profonde puis qui nous met en relation avec toutes ces choses qui ont été offertes sur un plateau juste pour nous, tu sais. Puis pour moi, de devoir te lancer dans cette expérience-là, dans cette aventure-là, ça m'inspire énormément, mon frère. Ouais. Bien, merci. Merci. As-tu envie de dire un peu plus avec de précision qu'est-ce que tu t'en vas faire? Je sais à travers justement la conversation, on a comme surfé là-dedans, mais précisément, puis aussi peut-être lancer l'invitation aux gens de suivre ton aventure. Ouais. En fait, mon aventure, c'est une aventure qui va débuter le 2 juin prochain. Le 1er juin, on se déplace là-bas, mais le 2, je commence à marcher. Je pars du Mont-Catadin dans le Maine, qui est sensiblement pas mal dans le milieu du Maine, pour ensuite se diriger vers l'est. On se dirige vers le Nouveau-Brunswick, on traverse la frontière, on traverse, je te dirais, l'hémisphère nord du Nouveau-Brunswick pour pouvoir traverser la vallée de la Matapédia. Ensuite, vallée de Matapédia, je me dirige vers le fleuve jusqu'à Amqui. Puis après ça, c'est de marcher sur la crête des Appalaches jusqu'au bout du monde à Gaspé, en Gaspésie, qui est vraiment la fin de la presqu'île. C'est 1200 km que je vais exécuter en autonomie complète, en solo. Le seul contact réel que je vais avoir à l'extérieur qui fait que je suis pas autonomie complète, mais c'est que physiquement c'est impossible, c'est qu'au 8-9 jours, je traverse quelques villes, puis au lieu d'avoir une équipe de soutien qui vient m'apporter ma nourriture, en fait, c'est juste des boîtes que j'envoie au bureau de poste. Puis c'est le même principe que quand que le livreur passe à la maison puis on n'est pas là, il nous laisse une notice qu'il faut aller la chercher. Ben c'est exactement le même principe, c'est qu'au bureau de poste, en fait, ils vont retenir jusqu'à je viens de le réclamer. Fait que toutes mes boîtes avec ma nourriture vont être au bureau de poste, à peu près à 8-9 jours d'intervalle. Fait que c'est à peu près la seule chose qui fait que je suis pas en autonomie ultra complète. C'est que tu traîneras pas ton garde-manger avec toi tout le temps. Ben tu sais, je vais avoir 2 repas par jour, parce que moi de base, je dîne pas. Fait que tu sais, c'est 2 repas par jour. Je peux pas traîner 120 sachets de nourriture. Physiquement, c'est impossible, là. Tu sais, je vais l'été, je peux pas avoir un toboggan avec ma bouffe en arrière. Fait que c'est la seule chose, mais tu sais, pour tout ce qui est de l'eau, l'habitation, ben je compte sur personne, c'est vraiment avec mon setup.
L'eau, c'est moi qui filtre absolument tout. Faut que je trouve mes points d'eau. Je peux pas arriver dans une ville, juste tourner le robinet et remplir ma bouteille. Non, je m'impose justement de devoir me trouver... Cette contrainte-là. Exactement. C'est ça. Puis sinon, ben, c'est 35 000 mètres d'ascension positive. Fait qu'au total, c'est 35 000 mètres que je vais devoir monter. C'est sûr, ça commence quand même assez raide. Mon Catadin, on est de mémoire aux alentours de 1600 mètres d'altitude. Nouveau-Brunswick, c'est sur le plat. Fait que, tu sais, je vais avoir une petite accalmie là, mais après ça, quand tu arrives dans la réserve faunique de Matane, ben, là, ça recommence. Le fun recommence. Fait que c'est quand même de la pas pire montagne. C'est pas de l'alpinisme, mais c'est vraiment de la randonnée de montagne. Fait que je vais me lancer là-dedans. Puis si tout va bien, parce que c'est sûr que là, j'ai tout planifié mes journées avec mes distances. Ma plus petite distance que je vais faire quotidiennement, c'est un 7 km. Mais c'est que la veille, ma plus grosse distance que je vais exécuter, c'est 34 km. Oh wow, OK. En une journée. Fait que tu sais, tout est pensé pour avoir sensiblement une moyenne sur 7 jours de 20 km par jour. Mais pour que ça puisse te donner, justement, au bout de 60 jours, ton 1200. Ouais, exactement. Mais si jamais je rencontre des inconvénients, trucs comme ça, c'est sûr que ça peut étirer un petit peu plus. Je pense sincèrement pas le faire en bas de 60 jours. Ça serait peut-être possible, mais bon, je veux vivre l'expérience puis je veux pas m'imposer une price. Ouais. Fait que c'est ça, à peu près 60 jours qu'on va exécuter là-dessus. Pour le coucher, toute la préparation d'équipement, c'est vraiment du poids. Parce qu'en fait, à chaque livre de plus que tu as sur le dos, quand tu tombes à l'ascension, ça peut considérablement réduire ton endurance et ta vitesse. Fait que c'est de penser d'y aller avec le strict minimum. Fait que, tu sais, pour ce qui est strict minimum, tu sais, j'amènerai pas 75 000 trucs, j'amènerai pas ma tablette pour pouvoir écouter des films le soir. Là. Physiquement, c'est... T'auras pas le goût. Non, tu n'auras pas le goût, mais tu sais, ça va être néfaste à l'expérience. Puis justement, du point de vue du poids, amener une tente, c'était trop pesant. C'est trop pesant. Une tente, ça serait faisable, mais la solution que j'ai trouvée pour vraiment maximiser la réduction de poids, c'est d'y aller en hamac. Fait que tu sais, avec un hamac qui pèse 250 grammes, avec une toile de protection qui fait 400 grammes. Fait que je suis en bas de, mettons, 1 kilo. Une livre et demie. Une livre et demie à peu près. Tandis qu'une tente, mettons, vraiment light, tu retrouves ça à justement 1 kg, 900 grammes. Fait que quand même, avec mon hamac, je suis toujours moins pesant. Puis c'est sûr que pour des personnes qui en font pas du backpacking, 200-300 grammes, c'est quoi? Mais tu sais, j'ai sauvé 200-300 grammes là, j'ai sauvé 200-300 grammes à quelque part. C'est qu'au final, tu sauves 2-3-4 kilos. Quand on regarde ça, c'est 9 livres, là, 4 kilos. Dans les avoisinages de ça. Fait que c'est quand même assez intense. Fait que tu sais, mon objectif, c'est partir avec moins de 20 livres de stock. À peu près, en bas de 9 kilos. Pour vraiment, tu sais, être le plus minimaliste possible. Puis sinon, le seul contact extérieur que je vais avoir, c'est que justement, les gens, ils vont pouvoir me suivre de deux manières, en fait, dans mon expérience. Premièrement, c'est avec Find Me Spot. C'est que je vais avoir une balise GPS sur moi. Ça va être possible en temps réel, tu sais, simplement copier-coller le lien sur notre navigateur web ou sur le téléphone, peu importe. Puis on va être capable de voir le chemin. Je suis rendu où. Fait que ça va être possible pour les gens, justement, de suivre avec la balise. Sinon, je compte tenir les gens informés. Je vais avoir une GoPro avec moi. Fait qu'avec la GoPro, ça va être de filmer quelques passages. Mais tu sais, je veux pas... ça va juste montrer aux gens le paysage, la grandeur de la nature. Ça sera pas nécessairement des clips orientés sur une narration ou un vlog. Je suis vraiment pas là-dedans. C'est vraiment pas mon style. As-tu regardé finalement le lien que je t'ai envoyé du gars au mec? Je crois pas, non? Lui, il fait juste filmer quelques parties, puis le restant du temps, c'est les sons de la nature. Ça me semblait être une bonne... C'est exactement ça que je veux faire. C'est exactement ça. Mais tu sais, encore là, c'est que tu sais, moi le soir, ça risque d'être ma petite activité, tu sais, la seule chose vraiment technologique que je vais avoir, ça risque d'être ma petite activité de faire le montage. Mais tu sais, tout ce qui est publié, gestion des réseaux sociaux, ça, je te délègue ça. Je délègue ça justement à mon équipe de soutien ici au Québec pour que tu sais, j'aie vraiment l'esprit libre de ça. Ah oui. Puis de toute façon, c'est que juste mettons, envoyer la vidéo à vous autres, mon équipe de soutien, je pense que je vais déjà utiliser la possibilité de réseau Internet à son maximum. Ouais, fait que je peux pas, parce qu'en fait, c'est les seuls moments que je vais avoir du réseau Internet,
un réseau qui est pas satellite, c'est au sommet des montagnes. Parce que sinon, d'un boisé, dans le bas, il y a absolument rien qui passe. Fait que je peux pas passer mon temps à regarder, j'ai-tu du LTE, j'ai-tu du 5G? C'est pas, ça le fait pas, tu sais. Fait que ça risque d'être pas mal ça, mes contacts extérieurs. Sinon, tu sais, ça va être des contacts humains, justement, quand je traverse les villages, les gens que je croise, ça trail. Ça trail, il y a tout le temps comme un trail name, un nom de trail qui vient d'une anecdotique ou qui est donné individuellement. Fait que tu sais, ça va être justement, de vivre ça. Vivre l'expérience de la trail à 100%. Exactement. Ouais. Puis tu sais, tout ce qui est électricité, parce que tu veux pas la balise, GoPro, faut que je recherche ça, ben tu sais, je vais pas m'arrêter dans les petits McDo pour pouvoir me plugger dans le mur. Tu sais, je traîne mon panneau solaire. Ouais, aussi. Carrément. Fait que tu sais, je suis totalement indépendant. Pour tout ce qui est technologique, ressources. Comme tu dis aussi, je pense que ces contraintes-là que tu t'imposes, ça va faire en sorte que ton expérience va être encore plus complète, meilleure. Tu vas vraiment... En fait, tu te plonges dans l'univers de la nature au maximum. Exact. Je me plonge. J'essaie pas de m'éloigner de cette expérience-là. De m'éloigner avec ma grandeur humaine. Grandeur entre moi. Ouais. Mais ouais, justement, entre les privilèges d'être humain, je m'éloigne de ça. Ouais, vraiment. Puis, qu'est-ce qui t'a donné l'idée, justement, t'en as parlé un petit peu tantôt, mais pourquoi SIA contre le cancer? Ben, je suis un grand amateur de montagne, de randonnée. C'est vraiment mon sport. Ça m'interpelle vraiment beaucoup. Sur le backpacking, le camping. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle énormément. On a des chiens Ouais. qui ont probablement... Mais justement, c'est la nature. Ils ont le droit de vivre. Oh yeah! C'était parti. Mais ouais, ça fait longtemps que c'est ça, la montagne m'interpelle. Puis les longues randonnées comme ça, vraiment comme au Canada et États-Unis, je considère qu'il y en a 4 mythiques, là, justement le Sentier international des Appalaches, le SIA, la Appalachian Trail, qui fait les Appalaches aux États-Unis, la Continental Divide Trail, qui est le même principe du sud au nord, mais vraiment au milieu des États-Unis, et la Pacific Crest Trail, qui part un peu au sud de San Diego pour se rendre à la frontière canadienne. C'est 4 énormes randonnées. SIA, c'est la plus courte. Puis justement, vu que je me lance en solo, je voulais pas faire 4500 km solo. Présentement, je suis pas prêt à ça. J'ai pas d'expérience semblable à ça. Mais juste le SIA à 1200 km, je pense que mon expérience va être aussi difficile que si, exemple, je faisais la Pacific Crest Trail, 4270 km sur 5 mois, que je réalise maintenant avec 4-5 personnes, parce que là, on peut se séparer le stock. Ouais. On peut se séparer l'équipement, le poids. Tu as des personnes pour te motiver, pour te pousser si jamais... Fait que non, je pensais que solo, je trouve que c'était vraiment important de faire ça. Puis qu'est-ce qui m'a donné vraiment l'impulsion, c'est que mon père, il s'est converti en facteur. Puis moi, j'ai perdu mon grand-père à l'automne 2020 du cancer aussi. Puis la majorité de sa carrière, ça a été chez Post Canada. Son grand-père aussi? Ouais. Ah ouais? Ouais, il a fini superviseur chez Post Canada à Victo. Okay. Puis, il veut pas, les routes de facteur, c'est entre 10 puis 20 km, mettons, quotidien. Par jour, ouais. Ouais. Fait que je trouvais que c'était un beau rappel justement de la profession que mon père exerce puis celle que mon grand-père a exercée. Je trouvais que c'était un beau rappel puis c'était un beau lien familial, justement, qui pouvait justement boucler la boucle. Fait que tu sais, c'est carrément ça. C'est le Sentier international des Appalaches contre le cancer. On va le faire communautairement. C'est juste moi qui marche. Communautairement, on va le faire. Tu le sens que la collectivité est avec toi quand même. Ben, tu sais, je le vois, tu sais, je suis même pas lancé dans l'aventure. Je suis encore à 2 mois de commencer. Puis j'ai en haut de 30% de mon objectif de fonds à amasser qui est atteint, tu sais. Puis j'ai pas tant fait de publicité, j'ai pas tant propulsé justement la campagne de sociofinancement. Puis c'est juste des gens de mon entourage, tu sais, qui ont donné ou des partages ou fait que tu sais, je vois que c'est excessivement riche le pouvoir de la communauté. Fait que tu sais, c'est vraiment ça. Le SIA, c'est le sentier, mais c'est moi, c'est toute la communauté derrière moi, tous les gens qui me supportent, qui prennent le temps de prendre conscience de mon aventure, qui agit pour battre justement
le cancer, puis pousser cette recherche-là. Fait que je trouve que c'est exponentiellement riche. Merci Léandre pour ton partage. Ça fait plaisir. Je te rappelle encore, je pense que tu es une inspiration pour beaucoup d'entre nous. Puis je suis heureux que tu te lances dans cette aventure-là. Puis aussi profondément touché que tu sentes justement que la collectivité est là avec toi parce que c'est le cas, puis je le sens aussi autour de moi. Puis j'espère que c'est la même chose pour toi aussi. Certainement. Yeah, man. Merci.